Vous avez déjà sûrement entendu dire que les marchés boursiers permettent d'investir avec une performance d'environ 8% par an en moyenne. Mais dans le même temps, vous avez également parlé à l'un de vos amis qui s'est pris un véritable bouillon et qui a perdu vraiment beaucoup d'argent en bourse. Et donc actuellement, vous ne savez vraiment pas quoi faire. Et pas de panique parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble des stratégies d'investissement qui ont fait leurs preuves et qui vous permettent d'investir 10 000 € de façon réfléchie. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Domnesque, j'ai étudié à Paris Dauphine et HEC Paris en finance et j'ai pu travailler en banque d'investissement. Et cela fait maintenant depuis plus de 4 ans que je partage du contenu sur les finances personnelles sur mes différents réseaux sociaux avec pour objectif de rendre les concepts financiers accessibles à tous. Et je suis aussi le fondateur de e-Investing, une académie qui aide les particuliers à investir en bourse de manière réfléchie et adaptée à leurs besoins. Et on a pu accompagner plus d'une centaine de personnes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir de façon concrète comment investir 10 000 € en bourse. Mais avant d'investir ces 10 000 €, il faut savoir sur quoi peut-on les investir et donc quelles sont les principales classes d'actifs. Et d'après une étude d'Harvard qui a analysé la performance des principales classes d'actifs de 1870 à 2015 dans les différents pays développés, et deux classes d'actifs se démarquent très nettement en termes de performance annualisée. La première, c'est l'immobilier et on a aussi les actions. Et ces deux classes d'actifs, c'est vraiment les piliers de la création de richesse à long terme. Et malgré ce constat, qui fait aujourd'hui consensus dans le monde économique, il y a de nombreuses personnes qui refusent encore d'investir en bourse par peur de risque. Pourquoi tout le monde n'investit pas dans les actions si la performance est assez élevée? Et le fait que plein de Français n'investissent pas en bourse, ça a de nombreuses conséquences. En effet, les Français sont vraiment peu nombreux à investir en bourse. Et ça les distingue des Américains par exemple. Parce que malgré l'arrivée de nouveaux investisseurs lors du Covid, les placements en actions costées restent le parent pauvre dans l'investissement en France. Ils ne représentent que 5 voire 6% des encours d'épargne financière des Français en 2022 selon l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cette réticence. Premièrement, les Français privilégient des placements sécurisés et tangibles comme l'immobilier, qui représentent environ 2/3 du patrimoine des Français. Ensuite, leur épargne est souvent confiée à des intermédiaires financiers ou placée dans des produits simples et rassurants comme par exemple des livrets réglementés avec livret A, LDDS ou même des contrats d'assurance vie en fonds euros qui sont réputés sans risque. Et ces produits, bien qu'ils sont moins rémunérateurs, ils garantissent le capital et ça offre une valorisation très stable, ce qui éloigne les épargnants des aléas des marchés boursiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces produits, on a une rémunération nette qui est en général en dessous de l'inflation. Et donc de manière réelle, ça entraîne une perte d'argent à long terme. Parce que oui, on gagne de l'argent, mais si l'inflation est supérieure à ce gain d'argent, alors on peut acheter moins de choses avec. Et donc de manière réelle, le taux de rémunération réel est négatif, du coup on perd de l'argent. Aussi en France, le système de retraite se fait par répartition. Et ça joue également un rôle majeur. Parce que contrairement aux Américains, qui eux doivent accumuler une épargne personnelle pour financer leur retraite, les Français cotisent pour financer directement les pensions des retraités actuels. Et ce modèle collectif, ça réduit l'incitation à se constituer un capital individuel, ce qui du coup renforce le désintérêt pour les placements risqués comme les actions auprès des Français. Et enfin, même si un portefeuille d'actions diversifié s'offre historiquement une performance moyenne de 5 voire 10% par an sur 15 à 20 ans, les Français sont souvent frileux face à la volatilité des marchés financiers. Et ils préfèrent sacrifier cette performance pour éviter les risques. Et cette approche prudente, bien que compréhensible, ça limite leur exposition aux opportunités offertes par la bourse. Et c'est bien dommage parce que éviter d'investir en bourse et s'exposer à l'inflation qui est un véritable ennemi insidieux pour les investisseurs. Et pour comprendre son impact, on va prendre un petit exemple. On va imaginer que vous ayez 1 000 € sur votre compte bancaire. Parce que si vous les laissez là, sans les investir, cette somme ne change pas nominalement au fil du temps. Un an plus tard, vous aurez toujours 1 000 €. Mais si l'inflation est de 5%, le coût des biens et services aura augmenté de 5%. Et donc en d'autres termes, avec vos 1 000 €, vous ne pourrez plus acheter autant qu'avant. Et donc votre argent a donc perdu de sa valeur réelle. Et donc pour éviter cela, on va voir comment il est possible d'investir en bourse et faire partie des Français qui ont sauté le pas. Et donc on va passer maintenant aux choses concrètes parce que si vous avez 10 000 €, comment faire pour investir de manière réfléchie en bourse? Et juste avant d'investir, il faut comprendre l'épargne de précaution. Parce que pour commencer, c'est essentiel de suivre une approche claire et structurée pour avancer sereinement. Donc pour cela, il faut vraiment procéder étape par étape. Et la première étape, ça consiste à effectuer une épargne de sécurité. Parce que avant de penser à investir, il est crucial de mettre de côté entre 3 mois et 6 mois de dépenses courantes sur un support entièrement sécurisé et liquide comme livret A, LDDS, LEP, etc. Bref, des comptes sur livret réglementés. Et l'objectif ici, c'est de vous permettre de faire face à des imprévus et ça sans toucher à vos investissements. Par exemple, le livret A, c'est souvent recommandé pour cette étape. Il y a un plafond de 22 950 €. On a une performance de 3% par an jusqu'à janvier 2025. Ça va descendre à 2,5% à partir de février 2025. On a aussi une garantie à 100% du capital. Donc c'est un placement idéal pour une épargne de précaution. Et pour ceux qui répondent aux critères d'éligibilité, on a le LEP qui est encore plus intéressant. On a une performance supérieure à 4% actuellement. Il sera à 3% à partir de
février 2025. On a une garantie à 100% et ce qu'on gagne c'est net. Il n'y a pas d'impôt dessus, on n'est pas fiscalisé sur nos gains sur le livret A ou le livret épargne populaire. Et enfin on a le LDDS qui fonctionne de manière similaire au livret A avec une performance de 3% par an jusqu'à fin janvier 2025 et 2,5% à partir de février 2025 et un plafond de 12 000 euros. Une fois que cette épargne de sécurité est constituée, vous allez pouvoir maintenant investir l'argent restant. Et l'objectif ici sera de battre l'inflation et de faire croître le patrimoine réel. Et pour ça, on va voir ensemble les classes d'actifs qu'on pourrait choisir et enfin, je vais vous présenter des exemples de portefeuille selon votre profil de risque. Donc déjà, on va commencer très simple avec les différentes classes d'actifs. On va commencer avec la plus simple, c'est les actions. Donc déjà, qu'est-ce qu'une action? Parce que selon le site Finance Club, une action se définit de la manière suivante. L'action, c'est une part des capitaux propres de l'entreprise. Elle constitue donc une source de financement pour l'entreprise, tout comme les dettes qu'elle a. En effet, elle a une durée de vie illimitée. La sortie ne peut se faire que par cession du titre. Il n'y a pas de remboursement prévu contractuellement et son porteur court le risque total de l'entreprise. Il ne perçoit aucun revenu si l'entreprise va mal et en cas de liquidation, l'actionnaire passe après le créancier dans la répartition du produit de la vente des actifs. Autrement dit, dans la plupart des cas, il ne peut rien récupérer en cas de faillite. Et donc en contrepartie, l'action donne droit aux bénéfices et à la participation à la gestion de l'entreprise via le droit de vote. Et donc une action, c'est comme être propriétaire d'un petit morceau d'une entreprise. Lorsqu'une entreprise a un besoin d'argent, elle peut vendre des parts de propriété à des investisseurs pour financer des projets. En pratique, une entreprise cotée va lever ses fonds via une IPO, Initial Public Offering, c'est-à-dire une introduction en bourse. Et contrairement à un prêt, l'entreprise ne vous doit rien directement. Si vous voulez récupérer votre argent, vous devez vendre votre action à quelqu'un d'autre. Et ces transactions ont lieu sur le marché secondaire. Parce que lorsque vous êtes actionnaire, le risque est donc que si l'entreprise rencontre des problèmes, vos dividendes ne sont pas payés ou bien le prix de votre action sur le marché secondaire baisse et vous encaissez une moins-value latente, voire une moins-value si vous vendez. Cependant, si tout se passe bien, vous pouvez gagner de l'argent de deux façons. Premièrement, l'entreprise peut partager une partie de ses bénéfices avec vous sous forme de dividendes. Et deuxièmement, la valeur de l'action peut augmenter, vous permettant ainsi de la revendre à un prix plus élevé. Aussi, une action, ça vous donne le droit de vote qui vous permet de participer aux grandes décisions de l'entreprise, comme l'élection de ses dirigeants. Après, vous serez investisseur particulier, vous aurez un faible pourcentage de l'entreprise, votre mot à dire dans ces décisions, il sera quasiment négligeable. Et lorsque vous achetez une action, le principal défi sera donc de vous assurer que vous la payez au bon prix et que aussi l'entreprise sera capable de tenir ses promesses et de payer son dividende sur les années à venir. En effet, parce que si vous payez trop cher pour une action, même si l'entreprise est excellente, vos chances de réaliser une bonne performance diminuent. Donc pour éviter cela, il est nécessaire de faire ces recherches approfondies. Avec par exemple comprendre l'entreprise, analyser ses finances, son secteur, ses concurrents, ses actifs, d'évaluer sa valeur réelle, etc. Ça demande du temps et des connaissances. Et si cela vous intéresse, notre Académie Investing, nous vous présentons tout cela en détail pour vous permettre de choisir les bonnes actions et de bien sélectionner vos actions en ayant vraiment en tête qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire et être autonome dans la prise de décision au niveau des actions. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe. Pour prendre rendez-vous, il y aura un rapide formulaire dans lequel on va vous poser quelques questions pour bien comprendre votre profil. Ensuite, lors de l'appel, on va vraiment étudier votre profil, comprendre où vous en êtes, ce que vous voulez faire et si on peut vous aider, alors dans ce cas-là, on fera une proposition, on verra comment on pourrait travailler ensemble. Pour revenir à l'investissement en actions, pour réduire le risque, il est conseillé de diversifier le portefeuille en investissant dans au moins 20 à 30 actions différentes. Et du coup, pourquoi 20 à 30? Parce qu'avec un portefeuille diversifié, même si l'une des entreprises traverse une mauvaise période, les autres peuvent aussi compenser les pertes. Et ce chiffre, ça sort pas du hasard. Ça provient de l'étude de Harry Markowitz, le père de la théorie moderne du portefeuille. Parce que dans ses travaux, Markowitz a démontré que grâce à la diversification, le risque spécifique à une entreprise peut être considérablement réduit. Parce qu'au-delà d'un certain nombre d'actions, généralement 20 à 30, le risque lié à la volatilité des entreprises individuelles devient négligeable et le risque global du portefeuille est principalement influencé par les fluctuations du marché dans son ensemble, qu'on appelle aussi le risque systématique. Et donc en diversifiant, vous optimisez le rapport entre risque et performance attendue, qui est un principe clé pour tout investisseur qui souhaite bâtir un portefeuille robuste et performant. Le problème, c'est que cette diversification a un coût. Acheter plusieurs actions différentes, ça implique souvent un ticket d'entrée élevé et ça nécessite autant de temps pour analyser chaque entreprise. Et donc ça peut rendre cette approche difficile, surtout pour les débutants ou ceux qui n'ont pas un capital très important. On va s'intéresser maintenant aux ETF. Donc les ETF, c'est des Exchange Traded Funds. Donc c'est des fonds indiciels qui ont été propulsés par John Bogle, le fondateur de Vanguard, l'un des principaux émetteurs mondiaux d'ETF. Et l'idée derrière ces fonds, c'est de rendre la diversification accessible à tous, même avec un petit capital et à moindre frais. Parce qu'en 1993, on a eu le premier fonds indiciel basé sur le S&P 500 et à partir de ce moment-là, les ETF étaient nés. Parce que plutôt que d'acheter chaque action individuellement, qui demande beaucoup de recherche et d'investissement, un ETF, ça regroupe un large éventail d'actions ou d'autres actifs comme par exemple des obligations ou des matières premières. Donc rapidement pour comprendre ce que sont les obligations.
Une obligation, c'est un emprunt qui est émis par un État, une entreprise ou une institution. En achetant une obligation, vous prêtez de l'argent du coup à l'émetteur en échange de paiement d'intérêts réguliers qu'on appelle les coupons et du remboursement de la somme prêtée à une date future qui est la maturité. Et donc pour revenir aux ETF, ils ont donc plein d'avantages, des frais faibles et une diversification immédiate. Et c'est donc pour ça que de nombreuses personnes préfèrent investir dans des fonds indiciels cotés, aussi nommés ETF. Et ces produits permettent de diversifier facilement son portefeuille avec un budget plus modeste sans avoir à analyser chaque entreprise individuellement. Et donc ça permet aux investisseurs d'acheter une part de cet ensemble d'un seul coup et donc d'être automatiquement diversifié et à faible frais. Donc l'avantage principal des ETF, on a une diversification facile et rapide. Par exemple, un ETF qui suit un indice comme le MSCI World qui regroupe des actions de 1400 entreprises dans différents secteurs et pays, parce qu'en achetant une seule part de cet ETF, vous possédez indirectement une fraction de toutes ces entreprises, ce qui réduit ainsi le risque lié à la performance d'une seule société. C'est donc pour cela que les portefeuilles qu'on va avoir pour investir 10 000 € en bourse sont principalement composés d'ETF. Et si vous voulez tout savoir et tout comprendre aux ETF, on a aussi réalisé une vidéo dans laquelle on explique en détail tout ce qu'il faut savoir pour investir avec les ETF. Donc si vous voulez y accéder, vous n'avez qu'à cliquer en description pour regarder cette vidéo. Maintenant, on va évoquer d'autres classes d'actifs comme l'immobilier et les actifs alternatifs comme les crypto-monnaies et le private equity. Selon une étude Harris Interactive publiée en juin 2023, l'accès à la propriété est considéré comme un investissement sûr pour les Français à 82%, voire comme un investissement nécessaire. Qu'il s'agit de pouvoir prendre sa retraite à 80% ou d'avoir des enfants à 58%, l'accès à la propriété apparaît pour de nombreux Français comme une condition sine qua non pour envisager l'avenir tout en restant serein financièrement. Parce que l'immobilier, c'est une solution privilégiée par les Français. Mais le problème, c'est qu'avec 10 000 €, vous pourrez éventuellement constituer un apport pour un prêt, mais vous ne pourrez pas acheter de biens physiques en France. Par ailleurs, vous pourrez éventuellement souscrire à des SCPI, mais ces placements sont souvent assez illiquides. Il faut bien se renseigner sur le gestionnaire avant d'investir. Et donc c'est pour ça qu'on va pas trop considérer la classe d'actifs de l'immobilier, parce que dans le cas où on souhaite investir nos premiers 10 000 €, on va privilégier plutôt des actifs liquides et l'immobilier est en général assez illiquide. Et finalement, il existe d'autres classes d'actifs, dites classes d'actifs alternatives, comme le private equity ou les crypto-monnaies. Ces classes d'actifs sont hyper intéressantes, mais il faut les voir un peu comme la cerise sur le gâteau. Parce que d'un point de vue patrimonial, ça serait pas très judicieux de composer uniquement votre portefeuille de ces classes d'actifs. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais d'un point de vue patrimonial et de gestion du risque, c'est pas le meilleur choix. Et concernant le private equity, d'après une étude Bloomberg qui montre la valeur au 31 décembre 2023 de 100 $ investis dans 5 instruments financiers différents au 1er janvier 2005, le private equity s'affiche clairement les performances les plus élevées avec une valeur finale de 783 $, ce qui correspond à une performance annualisée de 11,6%. Ça surperforme du coup le S&P 500. Et donc le private equity, ça désigne tout simplement l'investissement en actions mais dans des sociétés non cotées. Ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter des actions directement sur le marché et que vous devez passer par des fonds spécialisés. Comme on peut le voir, le private equity ça a offert des performances énormes sur les dernières années. Et ça a même surpassé le S&P 500. En revanche, ces fonds présentent également plusieurs inconvénients. Premièrement, la période de blocage des fonds est très longue, souvent de 5 à 7 ans. Aussi, on a une forte dispersion des performances en fonction des gérants. Aussi, les tickets d'entrée sont très élevés, souvent destinés aux personnes assez fortunées. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le private equity commence à se démocratiser. Il y a certaines offres qui sont disponibles au grand public, mais elles restent encore limitées. On peut par exemple citer l'offre de private equity de Boursorama et Odo, où ils ont permis un investissement avec une performance nette cible de 9%, ce qui est tout à fait intéressant. Mais si l'on se penche plus en détail, la période de blocage des fonds est de 8 ans. Et quand on sait qu'on peut investir dans un ETF répliquant le S&P 500 avec une performance brute historique d'environ 10% entre 1957 et 2023, un minimum de frottement fiscal grâce au PEA et une très forte liquidité, ce type d'offre, donc le private equity, pour moi, ça ne vaut pas le coup quand on n'a que 10 000 € à investir. Investir dans un fonds de private equity, c'est intéressant quand on a une performance cible en tête, qu'on a beaucoup d'argent et qu'on veut diversifier le patrimoine. Et enfin, la dernière classe d'actifs que je vais considérer dans cette vidéo, c'est les crypto-monnaies. Et donc la crypto-monnaie, c'est une classe d'actifs qui s'est largement démocratisée au cours des dernières années. Aujourd'hui, il y a des ETF crypto qui sont même disponibles. Pour les investisseurs les plus agressifs, cette classe d'actifs peut être intéressante, mais attention, il faut être vraiment prêt à supporter une grosse volatilité. Et dans ce cas-là, je recommande plutôt d'investir dans les deux plus grandes crypto-monnaies. Moi, j'ai des convictions sur Bitcoin et Ethereum. Après, chacun doit faire ses propres recherches. Je vous dis pas d'investir dessus. Je vous dis juste mon opinion que pour moi, en crypto-monnaie, si on souhaite débuter, le plus simple et le plus facile à comprendre serait Bitcoin et Ethereum. Donc, maintenant qu'on a fait le tour des classes d'actifs et des principales motivations pour investir, on va voir ensemble 3 portefeuilles pour 3 profils de risque différents. Le premier, un profil plutôt conservateur, ensuite un profil intermédiaire et enfin un investisseur assez agressif. On va prendre ici l'hypothèse que vous avez déjà constitué une épargne de précaution et que vous avez vraiment 10 000 € à investir sur les marchés financiers. Donc premier portefeuille conservateur. L'objectif ici est de construire un portefeuille équilibré, par exemple avec un portefeuille 60-40, 60% d'actions via le ETF MSCI World et 40% d'obligations en fractionné. Ce type de portefeuille s'offre une faible volatilité et ça convient particulièrement aux investisseurs conservateurs qui cherchent plutôt à conserver une partie de leur capital tout en générant
une hausse du patrimoine mais de manière maîtrisée. Au niveau des obligations, ce sont des instruments de dette comme on l'a vu qui sont émis soit par des entreprises, soit des États, soit des institutions et s'offrent des paiements d'intérêts réguliers qu'on appelle les coupons et le remboursement du capital à l'échéance. C'est un produit pour investir qui est beaucoup moins volatile que les actions. Ça permet de stabiliser un portefeuille en réduisant son exposition aux fluctuations des marchés boursiers. Contrairement aux actions, les obligations offrent une performance plus prévisible. Par exemple, une obligation à 10 ans avec un coupon de 3%, ça garantit ce taux jusqu'à la maturité, sauf en cas de défaut de l'émetteur, mais c'est pareil pour les actions, s'il y a un défaut, on perd notre argent. Aussi avec les obligations, on a un large éventail de choix, on a les obligations investment grade, donc c'est des obligations de haute qualité qui sont émises par des emprunteurs fiables, qui sont notées AAA à BBB et ça offre des performances plus faibles mais avec un risque très limité. Et si on est prêt à prendre un peu plus de risques sur les obligations, on a les high yield, donc c'est des obligations qui sont notées BB voire moins, des performances potentiellement plus élevées et qui sont du coup adaptées à des personnes qui veulent prendre plus de risques dans les obligations. Et donc du coup, comment intégrer des obligations dans une stratégie de portefeuille? Premièrement, si vous êtes très conservateur, très prudent, privilégiez plutôt des obligations investment grade à long terme et pour une performance plus élevée, vous pouvez ajouter une petite proportion de high yield. Aussi, il y a les ETF obligataires parce que si vous souhaitez éviter la complexité de la sélection d'obligations individuelles, même si c'est via des obligations fractionnées, on a les ETF obligataires qui sont une excellente alternative. Ils permettent de détenir un portefeuille diversifié d'obligations en une seule transaction et ça avec des frais hyper réduits. Aussi, les obligations sont idéales pour des horizons d'investissement hyper longs parce qu'elles permettent de lisser les variations des actions tout en générant des revenus assez réguliers. Et enfin, dans notre portefeuille, donc on a les obligations à 40%, on a aussi le MSCI World. Donc là, on va investir en actions. Donc le MSCI World, c'est un indice boursier qui regroupe environ 1400 entreprises issues de 23 pays développés. Ces entreprises sont sélectionnées parmi les plus grandes et plus influentes dans leur secteur respectif et elles couvrent un large éventail d'industries, de la technologie à la santé, en passant par l'énergie et les biens de consommation. Et ce qui distingue le MSCI World, c'est sa portée mondiale au sein des économies développées. En revanche, l'indice, donc le MSCI World, il n'est pas réparti de manière égale entre les pays. Les États-Unis dominent largement, ce qui représente plus de 70% de la capitalisation totale de l'indice. Ça signifie que les entreprises comme Apple, Microsoft ou Amazon jouent un rôle prépondérant dans ces fluctuations. Et les autres pays comme le Japon, la France, le Royaume-Uni, le Canada ou l'Allemagne, donc ces pays contribuent également mais dans des proportions beaucoup plus modestes. Et sur le plan historique, le MSCI World ça a offert une performance annualisée d'environ 8,6%, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille et qui veulent aussi bénéficier de la croissance économique globale des pays développés. Et cette performance inclut à la fois l'appréciation des cours des actions et les dividendes réinvestis. Et il est également important de distinguer le MSCI World du MSCI ACWI, le All Country World Index. Là où le MSCI World se concentre uniquement sur les pays développés, le MSCI ACWI, ça inclut aussi les pays émergents comme la Chine, Inde ou le Brésil et ça ajoute une dimension supplémentaire de diversification géographique et sectorielle mais avec un profil de risque différent car les marchés émergents peuvent être plus volatiles. Le MSCI World, ce qui va vous permettre d'aller chercher de la performance avec un risque assez limité. Pour en acheter, pour moi, le mieux c'est de passer avec des ETF accumulants, c'est-à-dire qui est réinvesti les dividendes et passer par un PEA parce que les plus-values ne seront pas soumises à l'IR après 5 ans. Après, il faut bien choisir un ETF avec des frais de gestion faibles, avec un bon broker. Et après 5 ans sur le PEA, on va payer 17,2% d'impôts et pas 30%. Et concernant les versements, c'est mieux de passer par un DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire que vous allez verser une somme fixe tous les mois. Ça va vous permettre de lisser la volatilité pour être plus confortable sur comment on rentre dans le marché. Pour résumer, avec ce portefeuille, on va viser une performance 6 à 8% brut. Et ensuite, le portefeuille intermédiaire, c'est 100% MSCI World sur PEA. Ici, tout simplement, on va pas investir en obligations, on va tout mettre sur le MSCI World dans le PEA. Vu que c'est 10 000 €, je recommande aussi d'investir via du DCA. On va pas investir en obligations car la performance est plus faible et le risque du MSCI World en investissant sur le long terme, c'est déjà assez limité. Ici, la performance doit être en ligne avec celle du MSCI World vu qu'on met 100% dessus, donc plutôt du 8 à 10% brut par an. Après, c'est en moyenne, ça dépend. Et enfin, le dernier portefeuille assez agressif, 50% Nasdaq ou S&P 500, 30% marché émergent et 20% en crypto-monnaie. Ce portefeuille est conçu pour vraiment maximiser le potentiel de performance en se concentrant sur les moteurs de croissance les plus dynamiques. C'est destiné vraiment aux investisseurs long terme et qui sont prêts à avoir une grosse tolérance au risque. Premièrement, 50% soit Nasdaq, soit S&P 500 via un ETF sur PEA, principalement PEA, voire CTO. La majorité du portefeuille du coup est allouée aux entreprises américaines, leaders mondiaux de l'innovation et de la croissance, soit pour S&P ou Nasdaq. Ensuite, lequel privilégier? Donc le Nasdaq, ça regroupe les grandes entreprises tech comme Apple, Microsoft ou Tesla qui offrent un fort potentiel de croissance. Le S&P 500, lui, est plus diversifié tout en conservant une exposition significative à la tech. Du coup, lequel choisir? Pour moi, le Nasdaq, c'est vraiment le plus agressif. On aura du coup une volatilité plus élevée, plus de risques, mais on a un potentiel de performance plus fort. Et le S&P 500, c'est plus équilibré. On a une exposition à des secteurs non tech comme la finance ou la santé. Et comment faire pour investir? Pour moi, avec des ETF Nasdaq 100 ou ETF S&P 500 qui sont éligibles au PEA, qui sont donc des ETF synthétiques. Et si on veut pas faire d'ETF synthétique, alors là, passer par le CTO, faire des ETF physiques. Mais pour moi, le mieux serait de faire via le PEA avec les avantages fiscaux. Ensuite, 30% sur les marchés émergents avec un
un ETF. Les marchés émergents comme la Chine, l'Inde ou l'Amérique latine offrent des perspectives de croissance supérieures aux marchés développés. Du coup, pourquoi investir dans les marchés émergents? Donc, ces économies sont en plein essor et présentent une dynamique démographique et économique attractive. On a aussi une diversification géographique d'un point de vue plus du portefeuille. Et ça va être complémentaire au marché américain. Ensuite, quels secteurs sont ciblés? On a la technologie, consommation dans des pays comme la Chine ou l'Inde, des infrastructures, des industries. Comment faire pour investir? Pour moi, toujours le plus simple, c'est via un ETF. L'ETF Emerging Markets qui permet d'accéder facilement à un panier d'actions diversifié avec ses différentes régions. Et enfin, 20% de crypto-monnaies avec Bitcoin et Ethereum avec, pour moi, 80% Bitcoin et 20% Ethereum. Parce que les crypto-monnaies offrent une place importante dans le portefeuille pour avoir le dynamisme de ces actifs alternatifs. Premièrement, donc le Bitcoin, souvent vu comme une réserve de valeur, un peu l'or numérique, et l'Ethereum, ça alimente les applications décentralisées et les smart contracts avec un potentiel énorme pour l'avenir. Après, c'est mon opinion. J'invite aussi à creuser la question de ton côté. Après, comment faire pour gérer le risque? Donc la proportion est assez raisonnable, 20% du portefeuille, même si c'est quand même assez élevé. Et avec, dans ces 20%, selon moi, faire du 80% Bitcoin, 20% Ethereum. Après, c'est pas un conseil d'investissement. À toi de faire aussi tes propres recherches. Après, comment faire pour investir en crypto-monnaie? Tu peux soit passer par des plateformes qui te permettent d'investir en bourse, qui permettent aussi de proposer des cryptos, soit tu peux passer par des plateformes qui font uniquement de la crypto, comme Binance, Coinhouse pour les Français. Tu as aussi du coup des plateformes qui permettent d'investir en bourse, comme Shares, qui permet d'investir sur des actions, des ETF et aussi en crypto-monnaie. Pour résumer au niveau de ce portefeuille, donc on va aller sur le PEA pour les ETF Nasdaq, S&P 500 et Emerging Market avec des ETF synthétiques. Pourquoi le PEA? Parce qu'on optimise la fiscalité sur les gains réalisés après 5 ans. Pour les crypto-monnaies, soit on passe par un compte titre qui permet aussi d'acheter des crypto-monnaies, soit on passe avec une plateforme spécialisée qui fait uniquement les cryptos. L'objectif de ce portefeuille, c'est d'avoir une performance annualisée entre 12 à 15% par an en moyenne. Après, on aura un risque plus fort et on aura une exposition assez concentrée sur des moteurs de croissance avec de la tech, marché émergent et crypto, ce qui a quand même pas mal de volatilité. Faut faire attention à cette volatilité. Il y aura des années où on peut avoir des pertes. Donc, c'est pour ça qu'on peut prétendre à de plus gros gains, parce qu'on aura une grosse volatilité. Donc, il faut être aussi prêt à prendre le revers de la médaille. Donc, ce portefeuille nécessite une vision long terme et une gestion émotionnelle assez forte pour traverser les périodes de volatilité sans paniquer. Voilà, rapide vidéo, je vous ai présenté comment investir 10 000 euros. Mais si vous voulez aller plus en détail sur le développement de votre portefeuille, je vous invite à réserver un appel avec moi ou un membre de l'équipe Investing. On pourra vous aider à mettre en place une stratégie d'investissement avec un plan d'action détaillé pour atteindre vos objectifs financiers pendant cet appel. L'appel est totalement gratuit. Il y aura un rapide formulaire pour que nous, on comprenne votre profil, où vous en êtes et c'est quoi vos objectifs. Le lien pour prendre rendez-vous avec nous est dans la description. Vraiment, notre but, c'est de vous aider. C'est toujours un plaisir de vous aider pendant ces appels. Si vous voulez aller plus loin, nous, on pourra vous proposer notre accompagnement, comment on aide les personnes à investir en bourse et aussi en crypto-monnaie, à mettre en place une stratégie d'investissement adaptée au profil de chacun. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller dans la description, à prendre un appel avec nous et on pourra vous aider au maximum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo.